Bien, bonjour à tous. Alors, première vidéo sur le travail sur Montaigne. Il s'agit plus d'un bilan que de quelque chose de nouveau, même s'il est possible que je dise un certain nombre de choses. Je vais essayer quand même de regarder un petit peu la caméra, parce que j'ai tendance à regarder trop mes papiers. Je ne les ai pas scannés pour les mettre sur mon écran. Je vais pas essayer de tricher. Alors, donc, une vidéo de bilan, puisque vous vous êtes succédés, les deux groupes, sur le premier chapitre. Je ferai une vidéo sur le deuxième, puisque nous passons dans le distanciel uniquement, puis les vacances. En vrai, vous savez tous comme moi ce qui a été décidé par le président de la République. Et donc, je ferai une vidéo concernant le deuxième, pour faire d'abord un bilan de ce qu'ont fait les groupes sur ce sujet-là, et particulièrement le groupe qui est passé cette semaine. J'en ferai une après vendredi, puisque c'est vendredi qu'ils font le bilan de leur travail de groupe, bilan oral, donc qui donnera lieu à une note. Et j'espère que le deuxième groupe pourra avoir une note par la suite. Quoi qu'il en soit donc, le travail sur Montaigne avait pour objectif, je vous rappelle que donc le cours d'introduction, en tout cas la méthode employée, avait pour objectif d'entrer d'abord dans le texte pour lutter contre une distorsion qui est assez fréquente, qui consiste à faire dire quelque chose au texte, à dire faire quelque chose à l'auteur, à construire des préjugés tout simplement, ce qui est une erreur, et c'est un défaut qui n'est pas seulement chez les élèves, parce que je l'ai vu à de nombreuses reprises, particulièrement dans des manuels ou dans des ouvrages du commerce, et aussi d'ailleurs chez certains collègues, et donc il faut insister sur le fait que ce qui est absolument central, c'est la découverte du texte, et ce d'ailleurs à deux titres. D'abord parce que c'est un texte extrêmement célèbre, et que, comme tout le monde l'a lu, tout le monde pense avoir compris, et parfois déformé le sens du texte. J'y reviendrai sur la question du décolonialisme ou ou de la colonisation. Mais deuxièmement, parce que c'est aussi un texte du XVIe siècle, et donc un texte qui a été écrit il y a 4 siècles et demi au moins, et qu'à ce titre, ce texte nécessite une lecture précise, d'autant plus que l'inspection générale demande aux élèves de première, et donc aux enseignants qui ont choisi cette œuvre pour le programme des élèves de première qu'ils ont à leur charge, d'aborder le texte en français du XVIe siècle, la traduction, ou plutôt la modernisation étant tolérée, mais le mot toléré signifie bien qu'elle n'est ni obligatoire, et encore moins qu'elle puisse se substituer à la lecture de l'œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle, en grande partie d'ailleurs, je voulais que les élèves entrent dans le texte. Par ailleurs, je savais aussi qu'un certain nombre d'entre vous ont eu des problèmes de lecture déjà sur Marguerite Yourcenar, dont le texte est en effet difficile, et que cette problématique allait se reposer pour ce texte-là a fortiori, puisqu'il était du XVIe siècle. Et donc, il me semblait important d'entrer dans l'œuvre de manière à ce que vous la lisiez, à ce que vous preniez des notes sur le sens que vous lui attribuiez. C'était la première question dans la fiche de travail que je vous ai distribuée, que je posais, à signaler les passages importants, les passages que vous comprenez, les passages que vous comprenez moins, mais dont vous voyez bien qu'ils sont importants, et le faire sous la forme d'îlots, donc d'un atelier de lecture et d'analyse, était sans doute la meilleure des solutions, et de toute évidence c'était la meilleure, parce que vu l'excellente participation des élèves, particulièrement en première G4 d'ailleurs, dont je souligne le travail, il est évident que c'était la meilleure des solutions. Donc à ce titre, je trouve ce travail très efficace. On a quasiment terminé avec le groupe suivant, c'est pour ça que je ferai donc une deuxième vidéo. Donc voilà pour l'objectif, c'était ce que j'avais présenté en cours d'introduction, entrer dans le texte, laisser parler le texte, et éviter de le forcer à nous dire des choses qu'il ne dit pas. Et parmi ces choses au sujet desquelles j'ai alerté, parce qu'elle est beaucoup plus complexe que la simplification qu'on en propose la plupart du temps, il y a la question de la colonisation, ou plutôt de l'anticolonialisme de Montaigne. De toute évidence, dans des coches particulièrement, Montaigne présente un tableau très noir, très sombre, de ce qu'on appelle aujourd'hui la colonisation, et donc d'ailleurs
le mot n'existant pas véritablement au XVIe siècle, en tout cas pas avec le sens que nous lui donnons depuis le XIXe siècle. Et ce tableau sombre n'empêche pas qu'on ne puisse pas dire de Montaigne qu'il est anticolonialiste, c'est-à-dire qu'il aurait pour message principal de considérer qu'une civilisation ne se transporte pas, que toutes les civilisations se valent et qu'il serait universaliste. On ne peut pas le dire exactement. On peut en trouver des éléments parce qu'il est humaniste et parce qu'il dit un certain nombre de choses, il valorise. On voit bien dans Des cannibales, la société, il la valorise d'ailleurs de manière un peu théorique, mais enfin, et hyperbolique et mythique, je veux dire. Mais enfin, il la valorise malgré tout, son regard ethnographique sur le premier est tout à fait évident. Mais quoi qu'il en soit, il y a dans Descoches particulièrement des passages dans lesquels il est manifeste que Montaigne considère que la dimension chrétienne de sa civilisation, c'est la civilisation européenne dans laquelle il se trouve intégré, fait à ses yeux encore la supériorité, même si cette supériorité est relative, en tout cas l'efficacité de ce qu'il considérait comme sociologiquement, donc l'efficience sociologique de cette civilisation fait qu'il estime que ça aurait pu être une bonne occasion, c'est la fameuse occasion ratée, le fait de rater le coche, pour réutiliser l'expression que j'ai utilisée pour l'étude du deuxième chapitre. C'est donc cette occasion ratée qui montre bien que la vision de Montaigne n'est pas une vision anticolonialiste. Il estime au contraire que nous eussions pu prendre à bras-le-corps cette occasion et amener ce groupement humain dans notre projet de civilisation, l'humanisme étant encore quand même une vision européocentrée, malgré tout, du monde. Et du reste, nous n'en sommes pas tout à fait sortis de cette vision européocentrée encore aujourd'hui. L'Europe estime être le porteur de valeurs universelles, et à juste titre du reste. Mais malgré tout, ça n'est pas la vision décolonialiste qui peut s'imposer aujourd'hui. Donc ces questions étant tout à fait d'actualité, puisque la dimension décolonialiste ou de déconstruction du colonialisme étant au cœur de l'actualité tout à la fois aux États-Unis et en Europe, il est important de ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. On a tout à fait le droit d'avoir ses opinions et de les défendre, y compris. On peut considérer qu'une conclusion qui ferait un rapport entre le texte de Montaigne et la notion de décolonialisme serait tout à fait acceptable dans une dissertation, mais en revanche, on ne peut pas faire dire au texte de Montaigne qu'il s'agit de nier la possibilité d'une colonisation, c'est-à-dire d'une entrée dans un territoire qui est le territoire humain et d'un partage de ces fruits positifs, entre guillemets, donc positifs, parce que je dis entre guillemets parce que c'est l'idée de Montaigne, de ces fruits positifs de la civilisation européenne, elle-même héritière de Rome et d'Athènes. Donc voilà pour l'élément que je reprends de mon introduction. Il est très important parce que nous allons voir que du coup, ce qui m'importe le plus, parce qu'à la rigueur on peut trouver des éléments effectivement qui font qu'on a des semences de ce que Diderot va défendre dans le supplément au voyage de Bougainville en 1774, dans l'essai de Montaigne, dans les deux essais de Montaigne, et on pourrait très bien y voir ici un livre noir contre la colonisation. Ça pourrait se défendre tout à fait, et je pourrais très bien faire une vidéo sur ce point-là, mais je trouve que proposer d'emblée cette lecture anticolonialiste aux deux chapitres de Montaigne, qui je le rappelle ne sont pas une œuvre en tant que telle, font partie d'une œuvre, c'est couvrir le texte d'un voile qui vous empêche de le lire correctement. C'est un petit peu ça qui me gêne, et c'est la raison pour laquelle le principe philologique, pour reprendre une expression consacrée, c'est-à-dire le fait d'entrer dans le texte et dans son immanence, dans sa matérialité, pour ensuite
comprendre ce qu'il nous dit. Ce principe du laisser parler le texte, comme l'expression que j'utilise régulièrement, est un principe absolu dans les études littéraires, d'ailleurs, comme dans les études historiques et dans les études en sciences économiques ou ainsi de suite. Donc c'est toujours le texte qui prime, c'est-à-dire le fait, et je dois entrer dans le fait, quitte d'ailleurs à me défaire d'un certain nombre de mes préjugés, ce que ça vaut aussi pour moi, bien sûr, de manière à retrouver le, entre guillemets, message, ou du moins l'intention de l'auteur. Alors, Des cannibales, donc, a été le premier objet de notre travail. Le premier groupe, donc, enfin, les deux groupes ont dû travailler sur ce chapitre, à la fois sur la question de la structure. J'ai insisté beaucoup, évidemment, sur la structure et la dynamique de chacun de ces paragraphes, c'est un élément essentiel pour la dissertation, sur la structure donc, et sur le passage étudié en explication de texte, le premier passage qui va de la ligne 120 à la ligne 142 donc de Des cannibales. Et ce travail donc a eu pour objectif de comprendre comment fonctionnaient les 120 premières lignes, pour les 120 parce que précisément elles sont juste avant le passage que nous étudions, et d'autre part aussi parce que ce sont 120 premières lignes dont la lecture n'est pas évidente, au même titre d'ailleurs que l'introduction dans Des coches, qui est aussi, elle, perturbante, avant que nous entendions parler de coche à partir, pareil, de la ligne 120 ou 130, nous entendons parler de mal de mer, ainsi de suite, et il y a un propos épistémologique, donc sur la construction de la vérité, sur l'accès à la vérité par le biais du raisonnement scientifique, qui est aussi perturbant. Donc dans les deux chapitres, nous avons la même entrée en matière un petit peu perturbante, très montaignienne de ce point de vue-là. Le lecteur n'est pas mis en situation de confort parce qu'il ne s'agit pas de confort intellectuel, il s'agit de scepticisme précisément, c'est-à-dire le fait de douter et de considérer que le doute est la seule véritable attitude rationnelle face au monde qui nous entoure. Donc premier chapitre pour lequel j'insistais sur le travail d'une structuration du début et de manière à interroger les élèves sur leur lecture. Et les élèves très rapidement ont fait état d'un certain nombre de difficultés de lecture. J'aurais peut-être pu prendre mon livre d'ailleurs, tout de suite. Difficultés de lecture que nous avons résolues, je pense, avec eux, très, très rapidement, qui se sont présentés puis solutionnés assez rapidement. Et enfin, nous avons été amenés, donc le premier groupe, à faire des hypothèses à la fois sur la dynamique du texte et sur un certain nombre d'éléments à analyser, ce que nous avons fait donc le vendredi de la première semaine, notamment avec l'inspection que j'ai eue en première G4, qui a donné lieu à une très très bonne séance de la part de ces élèves. Et donc la semaine suivante, le groupe B, je ne sais jamais si c'est groupe B ou groupe A, peu importe, donc le second groupe, lui est entré dans le détail de cette analyse, faisant le même travail d'entrée dans le texte, d'entrée dans sa dynamique, puisque je rappelle que pour l'explication de texte, le plan que vous allez suivre, c'est le plan imposé par le texte, précisément, sa dynamique donc. Donc nous avons repris les acquis en matière de structuration du texte. En gros, il y a 3 parties dans le texte. Redéfinir la barbarie, éloge du bon sauvage et confrontation avec notre monde. Chacune de ces parties faisant 7 lignes, pour arriver donc à la ligne 142, la dernière en faisant 8 en l'occurrence, et à l'intérieur de chacune de ces parties, donc les groupes ont cherché des éléments de manière à construire une explication de texte, quels sont les procédés qui permettent de montrer qu'il y a redéfinition de la barbarie dans la première partie, et ainsi de suite. Donc voilà sur le déroulement du travail sur ce premier chapitre, et j'ai associé, pour aller un peu plus loin, bien sûr, à cela, pour le groupe suivant, alors pour les autres, il y avait des questions supplémentaires, notamment au mot cannibale, la question numéro 5 de la fiche de travail que j'avais envoyée le mercredi 10 mars,
donnait la définition du mot cannibale dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, qui date de l'an 2000, et cette définition à partir de laquelle on peut s'appuyer pour montrer que Montaigne joue sur une ambiguïté, puisque cannibale désigne dans la langue d'origine l'arawak en l'occurrence, qui est la langue des Indiens Caraïbes, le mot canniba désigne quelqu'un de sage, de fort et de brave, donc le sens en est tout à fait positif et tout à fait amélioratif, et ce terme a été appliqué à des populations qui par ailleurs étaient anthropophages, et donc très rapidement le mot cannibale, au cours du XVIe siècle d'ailleurs, va prendre une valeur liée à la sauvagerie et à la cruauté, et à l'anthropophagie donc, donc entre la découverte du continent américain et l'émergence de ce sens, il y a à peine une quarantaine d'années, puisqu'on le trouve dans ce sens-là en 1532 chez Rabelais, et donc un deuxième sens, une deuxième connotation du terme, pardon, une deuxième dénotation du terme, c'est-à-dire un deuxième contenu du point de vue du sens, un contenu sémantique, cruel, sauvage, vient s'ajouter à ce contenu qui était amélioratif au départ et qui devient péjoratif. Or, au moment où Montaigne écrit, donc, en 1578, le premier livre, parmi lesquels donc cet essai des cannibales, les deux sens existent. Ils sont reconnus et il y a tout de même, derrière le sens positif qui est encore manifeste et prépondérant, un sens plus inquiétant qui est derrière, et ce qu'on peut y lire, c'est donc le préjugé et l'inquiétude face aux coutumes de l'autre, et on voit bien, de toute évidence, que tout le chapitre est construit à partir de cette alternative entre les deux sens possibles, de cette sylepse, pour être très précis. Il s'agit d'une sylepse, c'est-à-dire de l'actualisation d'un mot en deux sens possibles sans qu'on puisse décider de l'un ou de l'autre. Et cette sylepse est donc tout à fait constructive et constructrice dans ce chapitre. Et il faut le comprendre, notamment en ayant un œil averti pour lire la partie ethnographique de ce passage, à partir donc de la ligne 184. Montaigne se livre à une description minutieuse des mœurs de ce groupe humain, autrement dit des comportements propres à un groupe humain ou à un individu, en l'occurrence ici un groupe humain, et les rapports avec la morale collective. Et Montaigne fait donc une description qu'on a dit ethnographique à tout juste titre, donc, puisque ce que je viens de dire, description minutieuse des mœurs, c'est la définition même du mot ethnographie dans le trésor de la langue française. Et donc à partir de la ligne 184, il évoque cette ethnographie dans un premier temps, ligne 184 à 314, puis cette ethnographie et cette présentation dans laquelle nous reconnaissons les grandes entrées dans notre propre ethnographie, l'habitat, la nourriture, la vie en commun d'abord, puis les rituels religieux et la morale, enfin la guerre, le courage et le cannibalisme rituel, lequel donne lieu, nous le savons, à une comparaison avec les Européens, et particulièrement les tortures empruntées aux Portugais. Ce passage ethnographique, donc, qui termine à la ligne 314, va donner lieu à une comparaison, nous les dépassons en toutes sortes de barbaries. Enfin, la question de l'éthique du bon guerrier va donner lieu, elle, à des exemples européens, avec notamment les Hongres, qui sont autrement dit le peuple qui était sur le territoire de la Hongrie actuelle, qui donc étaient d'excellents guerriers en effet, et cette vertu du guerrier qui est présente chez les peuples sud-américains, dont parle ici Montaigne, permet de valoriser à la fois le bon sauvage et les Européens qui sont concernés par ce comportement. Évidemment, il y a aussi des exemples antiques, mais ce qui permet de faire une assimilation entre le cannibale et les exemples antiques, romains particulièrement, ou grecs, mais surtout romains, de la bravoure et de la simplicité du fonctionnement. On peut d'ailleurs faire un rapprochement avec des passages
de mémoire d'Adrien sous la plume de Marguerite Yourcenar, qui lorsqu'Adrien particulièrement parle de ses classes militaires et du fait qu'il est devenu officier, un tribun de l'armée, il insiste aussi sur cette simplicité de la vie romaine, et cette simplicité dont il fait d'ailleurs l'éloge dès l'entrée dans son ouvrage, dans la première partie, lorsqu'il indique que les orgies romaines ne lui plaisaient pas, au contraire que la vie dans les campagnes militaires, elle, lui plaisait. Donc on voit bien ici ces traits très romain et très simple, romain au sens le plus large du terme, du guerrier romain en l'occurrence, que mettait aussi en valeur Tacite dans Des Germains du reste. Ensuite, après l'éthique du bon guerrier, puisqu'évidemment tous ces éléments mis en valeur par l'ethnographie chez Montaigne donnent lieu à une comparaison par la suite, ce sont les mœurs conjugales à partir de la ligne 437 qui sont évoquées, mœurs conjugales donc et amoureuses, avec cette fois-ci une redéfinition du mot jalousie, qui est là aussi absolument centrale dans ce passage de l'œuvre, puisque la redéfinition des termes suppose aussi un choc ethnographique. C'est précisément ce choc ethnographique qui donne l'obligation à l'auteur, qui est Montaigne, de redéfinir le mot barbarie, le mot sauvage, le mot jalousie. Et il est question, donc, il faudrait entrer dans les notes, j'ai mis des notes, je ne vais pas entrer dans le détail, mais d'un certain nombre d'éléments concernant la façon de voir la sexualité et la redéfinition. Et c'est ce dont se souviendra d'ailleurs fort bien Diderot en 1774 dans le supplément Voyage de Bougainville, puisque précisément le supplément porte sur les mœurs conjugales des peuples entre guillemets primitifs. Et il y a un élément intéressant, c'est la prétendue, alors mythique, ressemblance du langage des Tupinamba au grec, qui est évoqué par Montaigne à la ligne 471. On retrouve toujours cette fameuse translatio studi, le transfert de savoir d'un peuple à l'autre, avec des possibilités d'assimilation civilisationnelle, après tout, puisqu'ils ne font pas partie du texte biblique, peut-être viennent-ils de beaucoup plus loin que ça. C'est une espèce implicite de raisonnement que fait ici Montaigne, qui est très importante. Enfin, le passage final, c'est le voyage des trois toupies en France, avec la fameuse scène énonciative nouvelle intégrée dans sa propre énonciation que Montaigne utilise ici, ligne 472 à 510. C'est le passage que nous allons étudier dans la troisième explication de texte, passage magnifique, qui a d'ailleurs inspiré Diderot et Montesquieu. Diderot pour le supplément Voyage de Bougainville, Montesquieu pour les lettres persanes en 1721. Et c'est cette scène dans laquelle le renversement du regard est atteint complètement, que d'ailleurs un certain nombre d'entre vous, de ceux qui ont étudié la totalité du chapitre en groupe et à l'oral, avaient mis en valeur pour défendre l'idée d'un renversement du regard, puisque c'est la question que j'avais posée aux élèves, pour comprendre, ou plutôt c'est l'orientation que j'avais donnée à leur lecture, pour comprendre le sens de ce passage. Donc là, j'ai relu un petit peu les notes que j'avais mises et que je mettrai d'ailleurs en association de cette vidéo sur YouTube. L'objectif étant de parcourir le texte sans être pour autant captif de ce texte, donc d'être capable de prendre un tout petit peu de distance, par exemple, d'être capable de dire que la partie dont j'étais en train de parler tout à l'heure était ligne 184 à 314, une partie ethnographique, et ainsi de suite, qui avait comparaison par la suite, une comparaison extrêmement méthodique de la part de Montaigne, et c'est une lecture à la fois proche du texte, mais pas complètement myope pour autant, qui permet d'en traverser la matérialité et d'en comprendre les enjeux principaux. C'est ça qu'on vous demande, et précisément, c'est à la suite de ça que vous êtes capable de donner des références très précises. Si on vous interroge, c'était le sens d'ailleurs du sujet qui a été proposé au baccalauréat, je crois que je l'ai pris d'ailleurs dans mon désordre, le sujet qui a été proposé au baccalauréat insistait auprès des élèves pour savoir de quelle manière les deux chapitres permettait de faire une comparaison des deux mondes. Et là, pour le coup, on a des éléments dans ce premier chapitre qui sont tout à fait manifestes
sur la construction de ce premier passage et des références extrêmement précises à donner qui prouvent qu'on a bien traversé le texte et surtout qu'on ne lui a pas fait dire des choses qu'il ne dit pas. C'est très important. Dans un dernier temps, concernant, et là ça concerne notamment le début du travail sur le deuxième chapitre, mais ce début du travail a été fait à partir du bilan que je mettrai d'ailleurs aussi là encore sur Pronote d'une part et sur YouTube d'autre part, donc sous la forme de scan. Encore une fois, ce sont mes notes écrites, j'ai essayé de les faire les plus précises possibles, mais si je ne fais pas ça, si je ne vous transfère pas en scan mes écrits, je ne peux pas vous envoyer quelque chose parce que je n'ai pas le temps de le taper, très clairement. Donc, mes notes écrites qui commencent par ce bilan sur la lecture du premier chapitre, puisqu'il s'agit de faire une lecture comparative, comparée de ces deux chapitres, de leur rapport, de la différence d'entrée dans le thème. On voit bien que le deuxième, notamment, est très très particulier, j'en parlerai dans la deuxième vidéo. Et donc, dans ce bilan, j'insiste sur un certain nombre de points qu'il faut retenir dans le premier chapitre, l'isotopie du regard, autrement dit, le parcours interprétatif à partir d'un champ lexical, voir, s'émerveiller, observer, ainsi de suite, qui domine dans la partie ethnographique particulièrement, mais dès le début, dans l'anecdote tirée de Plutarque, avec Pyrrhus regardant les armées romaines, ce que je vois n'est pas barbare. Isotopie du regard, donc, qui est ce qui déclenche le savoir, l'expérience des sens qui va donner lieu à un savoir par la suite. On sait que ça va avoir une influence absolument considérable sur le XVIIIe siècle par la suite, donc 2 siècles plus tard. Et la lecture, évidemment, de ce chapitre ethnographique qui consiste à regarder l'autre, à l'observer pour apprendre quelque chose à la fois sur l'autre et sur soi-même. On l'a déjà vu dans Mémoire d'Adrien, ça se confirme ici de façon tout à fait logique d'ailleurs. L'expression de la comparaison aussi, qui est un élément très important dans ce premier chapitre, qui va être absolument essentiel aussi dans le deuxième, et là il y a quoi faire une fiche extrêmement fournie, d'autant plus que c'était le sens du sujet qui a été proposé au baccalauréat à la session de septembre. Une redéfinition en cours aussi, c'est une redéfinition puisque l'expression de la comparaison, ce choc ethnographique dont je parlais tout à l'heure, donne lieu à un certain nombre de la part de Montaigne. Ça n'est pas une redéfinition du dictionnaire, ce ne sont pas des définitions qui vont être intégrées au dictionnaire, mais à des refus de définition, à des refus de préjugés, autrement dit, et à une déconstruction. Et de ce point de vue-là, on pourrait effectivement faire un rapport dans une conclusion avec le refus d'un certain nombre de termes jugés racistes, par exemple, qu'on voudrait sortir du dictionnaire, mais Montaigne ne les sort pas du dictionnaire, il en conteste le sens, effectivement, et cette redéfinition qui touche 4 mots particulièrement importants, barbarie, sauvage, jalousie et cannibale dans le premier, va aussi, on pourrait en trouver des éléments influencer évidemment la lecture du chapitre suivant. Pour l'isotopie du regard, elle donne lieu aussi en parallèle, c'est le 4e point, à des scènes énonciatives qui s'emboîtent les unes dans les autres. Je vois, je m'émerveille, j'explique. Là, c'est le jeu de Montaigne qui soit s'inclut dans les Européens, on le voit bien, ceux qui ont étudié le texte de l'explication numéro 1 de façon très précise, ont très très bien vu, notamment en première G4, c'était particulièrement manifeste dans leur analyse, très bien vu cette implication, cette imbrication du jeu dans le nous, et parfois cette scission du jeu par rapport au nous. C'est un élément énonciatif du texte étudié en explication de texte des lignes 120 à 142 qui était manifeste. On voit aussi combien il y a une 3e scène énonciative d'une importance absolument considérable, puisque précisément c'est l'émergence d'un jeu, mais cette fois-ci le jeu de l'Indien, dans le dernier passage, qui fera l'objet d'une explication de texte terminale de votre part, si évidemment l'examen n'est pas annulé, mais de reste ça n'empêche pas de regarder le texte et d'avoir une connaissance de Montaigne. Et ce jeu donc de l'Indien qui apparaît au moment où les Indiens, les 3 toupies, font un voyage en France, avec ce voyage inversé qui a fortement influencé la littérature européenne qui va suivre. On se souvient évidemment du voyage des 2 Persans à Paris dans les lettres persanes, dont d'ailleurs je vous conseille la lecture, bien évidemment. Enfin, 5e point que je mets en valeur dans ce bilan et qui va évidemment avoir une influence considérable sur la lecture du deuxième, c'est la réflexion morale des cannibales. Donc, j'ai insisté sur cette syllèpse du titre qui a un sens moral particulièrement important, le positif, le négatif, d'autant plus qu'on sait
qu'au cœur du texte du premier chapitre, c'est précisément la réflexion éthique autour du cannibalisme qui est proposée, une réflexion provocante d'ailleurs de la part de Montaigne, mais qui provoque aussi la réflexion précisément. Et cette réflexion morale donc se fait par le biais de l'autre. C'est une dimension absolument essentielle au XVIe siècle. On sait que la découverte du Nouveau Monde est un choc épistémologique, un choc philosophique et un choc moral en Occident, et cet autre monde a d'autres mœurs, et ces autres mœurs qui ne sont pas les miennes, qui sont même parfois bizarres pour moi, qui les observe, me permettent de comprendre que mes mœurs ne sont pas un absolu, que mes comportements ne sont pas un absolu, qu'au contraire ils sont modifiés, déterminés par le monde dans lequel je vis. Et évidemment, la littérature de l'époque va s'en donner à cœur joie, les récits de voyage se multiplient, dans lesquels précisément toute la curiosité, tout le sel vient de la bizarrerie des comportements, hein, et jusqu'au XVIIIe siècle, ça va être entre guillemets, un succès de librairie considérable, ces récits de voyage, et ces récits moraux, ou plutôt ces essais sur les mœurs. On se souvient de l'essai sur les mœurs de Voltaire, hein, qui, si mes souvenirs sont bons, date de 1758. Désolé avec ces dates qui sont toujours de mémoire, mais il faudra vérifier. Il me semble que c'est 1758, si mes souvenirs sont bons, mais c'était un petit peu plus tard. Donc, dans l'essai sur les mœurs de même, hein, Voltaire insiste beaucoup sur les mœurs étranges d'un certain nombre de groupes humains. On adore ça à cette époque-là. Et j'invite aussi à ce que vous vous souveniez d'un auteur qui s'appelle Cyrano de Bergerac, c'est son nom de famille. Savinien Cyrano de Bergerac, qui a donné lieu à une pièce de théâtre au XXe siècle, mais qui n'est pas un personnage littéraire, qui est un personnage réel, un philosophe, un scientifique d'ailleurs, un très très grand scientifique aussi, hein, qui connaît particulièrement la théorie de Gassendi, pour ceux qui connaissent un petit peu la physique. Et donc, de même, dans les États et empires de la Lune, particulièrement, Cyrano de Bergerac insiste sur, de façon fictive, des mœurs étranges, des Sélénites, des habitants de la Lune. Là aussi, il faut aller regarder le début, hein, il est sur Wikisource, de ce roman particulièrement prisé jusqu'au XVIIIe siècle, d'autant plus que c'est la naissance du grotesque et du burlesque à travers cet élément. Un autre monde, donc d'autres mœurs, hein, on voit bien ici combien le regard sur l'autre donne des éléments importants. Enfin, l'éloge de l'autre, le bon sauvage, hein, c'est une dimension absolument essentielle de ce premier chapitre, désolé pour ce SMS. Éloge de l'autre et la naissance du bon sauvage, du regard sur le bon sauvage, alors qui est davantage, plus qu'une réalité, un élément méthodologique, ça n'est pas une réalité, il n'y a pas une société utopique, parfaite, édénique dans ces parties du monde, mais ce qui est important, c'est que l'Europe, du coup, compare sa civilisation à d'autres qu'elle trouve finalement plus florissante, et de fait, elle l'était, en revanche. Et donc, c'est un phénomène essentiel que la naissance de ce bon sauvage, on sait la fortune que cette image du bon sauvage va avoir, mais aussi combien au XXe siècle, Lévi-Strauss, par exemple, je vous invite à regarder la page Wikipédia le concernant, va déconstruire ce mythe du bon sauvage en partie. Mais malgré tout, même s'il le déconstruit, c'est quand même un mythe qui va avoir un élément, qui va être un élément essentiel dans l'histoire de la pensée, et il apparaît au XVIe siècle sous la plume de Montaigne. Là pour le coup c'est tout à fait évident, même si les anticipations grecques et latines sont importantes, hein. J'ai parlé de Tacite dans Des Germains et d'Hérodote, un certain nombre d'autres aussi, hein, un certain nombre de chrétiens par exemple, qui invitent à regarder l'autre parfois comme une source de réflexion sur soi-même. Enfin, et je termine par ce propos-là, ce premier chapitre nous invite aussi à douter. Hein, le doute et le scepticisme sont un élément absolument essentiel chez Montaigne, on le sait. Et là, j'ai des éléments concernant l'introduction, la préface, pardon, des essais dans l'édition Folio qui vous donneront des indications supplémentaires. Aussi le pessimisme de Montaigne, on peut quand même insister sur cette vision sombre, et à juste titre, hein, parce que on est en plein dans les guerres de religion qui sont extrêmement meurtrières, en France tout particulièrement. Pessimisme de Montaigne sur le monde qui l'entoure
Et on ne peut pas s'empêcher de penser à la situation dans laquelle nous sommes actuellement, dans la crise sanitaire, mais qui n'est pas seulement une crise sanitaire, dans laquelle nous nous trouvons. Et d'une certaine manière, il y a une forme de communication, je trouve, dans le temps, lointainement, avec Montaigne, parce que nous nous retrouvons dans ce doute autour de notre civilisation occidentale qui est en train de détruire sa planète, par exemple, de faire passer l'argent avant l'homme et de ne pas regarder l'autre et de l'effacer littéralement. On se souvient, j'en ai parlé en cours avec les premières G4 si mes souvenirs sont bons, mais aussi avec les premières G2, mais avec le premier groupe, de l'attitude des grandes entreprises pharmaceutiques vis-à-vis des connaissances scientifiques, biologiques et comment dirais-je, et concernant les plantes des Indiens d'Amazonie, dont on avait voulu, dont certaines entreprises, notamment Monsanto, avaient voulu utiliser les connaissances pour déposer des brevets, ce que la justice américaine a refusé. Et donc on a une forme de communication, je trouve, une forme de complicité ici avec le regard de Montaigne, et c'est sans doute une raison pour laquelle les élèves, vous avez été très attentifs au texte de Montaigne qui vous a beaucoup parlé, peut-être plus d'ailleurs que l'œuvre précédente, et de ce point de vue-là, c'est un élément important. Donc je clôt, je pensais faire quelque chose de court, finalement c'est relativement long, mais j'ai présenté l'ensemble des éléments qui ont été évoqués dans cette première partie. J'espère ne pas avoir été désordonné, je ne crois pas. J'ai essayé de regarder quand même un petit peu la caméra, vous me direz si je regarde encore trop mes feuilles. Si vous avez des éléments qui vous manquent, vous me le dites. Je mettrai donc les 3 éléments à la fois, la prise de notes sur le premier, le bilan du premier et l'explication de texte pour le passage dont je parlais tout à l'heure, de manière à ce que vous ayez l'ensemble des notes qui m'ont permis de faire ce bilan. Voilà. Bon travail à tous et restez, soit chez vous, en tout cas restez stay safe, comme disent les Américains. Voilà, merci.